L'actualité à la une ce matin, des officiers de la gendarmerie échangent sur la sécurité du pays. Ces officiers réunis pour 2 jours commandent des unités de gendarmerie. Les questions comme le Mali ont alimenté les débats. Et puis le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage cherche des partenariats avec les collectivités. Le FAFPA est en discussion avec les élus communaux et régionaux de la boucle de Mouhoun. L'objectif est de trouver des dispositifs locaux pour assurer la formation professionnelle. L'ENAREF, l'École nationale des régies financières, a 25 ans. 25 ans de formation des financiers de l'administration publique. Le docteur Amadou Nebila Yaro, directeur général de l'établissement, est l'invité du journal. Bonjour Monsieur Yaro. Bonjour. Nous serons à vous tout à l'heure. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Des commandants d'unités de la gendarmerie nationale parlent de sécurité. La sécurité intérieure et celle de nos frontières est au centre d'un séminaire qui a pris fin vendredi. Les 45 officiers et sous-officiers réunis se sont appuyés sur le Mali pour mieux assimiler les modules. Explication Nyarkiteda. Venus des 45 provinces du Burkina, ces commandants d'escadrons et de compagnies de gendarmerie ont, au cours de ce séminaire, traité des questions de la mauvaise interprétation et de la non-compréhension de certaines décisions par les populations. Ils ont également évoqué les nouveaux enjeux qui se dressent à eux. La crise au Mali a affecté la sécurité dans la région et plus particulièrement le Burkina. Il est apparu donc pour le commandement de la gendarmerie d'outiller son personnel de commandement de proximité afin que ces phénomènes soient bien connus dans leur nature et dans leur forme de manifestation. C'est le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité qui a présidé la clôture de cette rencontre. Jérôme Bougman salue le travail déjà effectué par les hommes en bleu et il promet que les autorités veilleront à résoudre les problèmes d'équipement et d'effectifs de la gendarmerie nationale. Mais d'ici là, la vigilance doit être de mise. Nous devons travailler à lutter avec le grand banditisme qui a pris de l'ampleur notamment à l'Est. Nous devons également relever le défi de l'incivisme. Voir comment, face à ces comportements, quelle est la meilleure attitude. Parce qu'il y a dedans des gens qui ne comprennent pas aussi les règles. Comme il y en a aussi qui instrumentalisent ces comportements-là pour, en réalité, nuire à nos populations. Nous devons donc inventer de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pour pouvoir vaincre l'incivisme, pour pouvoir vaincre l'insécurité d'une manière générale. Ce séminaire s'inscrit dans la vision du renforcement du professionnalisme des personnels de la gendarmerie. Et ces commandants d'unité devront à leur tour répercuter les connaissances acquises à leurs subordonnés. Le FAFPA présenté aux conseillers municipaux et régionaux de la boucle de Mouhoun. Vendredi dernier, des responsables du fonds d'appui à la formation professionnelle et à la décentralisation sont allés tisser un partenariat avec les collectivités. L'idée est de rapprocher la formation de la population. Explication à Dédougou, Karim Patrick Namouanou. Extirper les jeunes des griffes du chômage en leur offrant la formation et l'apprentissage de métiers, voici l'une des options stratégiques du gouvernement burkinabé. Seul, il ne peut parvenir à bout de ce fléau. Désormais, le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi appelle à la rescousse les conseillers régionaux et municipaux de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du centre et du centre-sud. En ciblant les conseillers régionaux, nous sommes sûrs que l'information, ils vont servir de relais pour que l'information soit répercutée au niveau déconcentré et décentralisé. Alors quand on parle de FAFPA, c'est cet outil-là qui est venu en fait donner un accompagnement au volet formation professionnelle qui est très très important dans un département en charge de la jeunesse frappée de plein fouet par le chômage. Parce que la formation professionnelle, ce que ça va nous apporter, c'est quoi? C'est un peu ce collectif-là, l'adéquation formation-emploi. Ça va apporter ce collectif-là. Ça va aussi accroître l'employabilité et l'auto-emploi des jeunes. Sous la bienveillance des responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, ces élus locaux seront outillés pour mieux orienter les jeunes de leurs localités respectives. Cela passera par l'appropriation des créneaux porteurs d'emploi de chaque région représentée, par le montage des projets collectifs de formation et par les plans de formation entreprise.
À ce jour, 20 000 personnes issues des entreprises, des organisations et associations professionnelles auraient bénéficié des interventions du FAFPA. Avec l'implication des conseillers municipaux et régionaux, ce nombre pourrait croître au bénéfice des jeunes en quête d'emploi. Ginette Mouteta est la nouvelle présidente de la Troïka. La représentante résidente de la Banque africaine de développement remplace Pascal Cararero, depuis à la tête du groupe des partenaires financiers. Pour ce passage de témoins, un cocktail a été organisé vendredi dernier. Yolande Lompo. Ginette Nzao Mouteta, représentante de la Banque africaine de développement BAD, est la nouvelle présidente de la Troïka, une association des partenaires techniques et financiers du Burkina. Elle remplace ainsi à ce poste Pascal Carrero du Programme des Nations Unies pour le développement. Sa priorité, assurer la continuité et la recherche de la performance de cette structure. On compte vraiment faire en sorte que le dialogue soit de plus en plus centré sur les résultats et que donc pour qu'on puisse démontrer que chaque franc investi a pu produire un impact sur le terrain. Donc véritablement notre rôle, le rôle de la Troïka entrante et moi en tant que présidente, c'est de continuer ce dialogue-là et de faire en sorte donc que tous les cadres sectoriels puissent fonctionner de manière adéquate, de sorte que toutes les interventions, tant du gouvernement que des partenaires techniques et financiers, se traduisent par des résultats concrets au sein de la SCAD, qui est notre feuille de route commune, autant pour le gouvernement que les partenaires techniques et financiers. L'installation de la présidente de la Troïka intervient au moment où le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de développement. Je pense que c'est une excellente organisation que nous saluons à sa juste valeur. Du reste, nous sommes très reconnaissants à l'ensemble des composantes donc, de cette Troïka qui participent au développement du Burkina Faso en soutenant l'effort national, en soutenant toutes les initiatives et en améliorant nos politiques par leur apport extérieur du point de vue de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient également ailleurs. Donc c'est véritablement un accompagnement positif que nous recevons de cette Troïka et nous saluons donc leur action à sa juste valeur. La Troïka a été instituée pour renforcer le dialogue entre les partenaires et l'État burkinabé en vue d'une synergie d'action pour répondre aux défis du développement. Et puisqu'il est question de finances, parlons à présent de la finance au Burkina avec l'École nationale des régies financières qui fête ses 25 ans. Et nous avons avec nous le docteur Amadou Nebila Yaro, qui est le directeur général de l'ENAREF. Monsieur Yaro, 25 ans de formation depuis 1988, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre au compte de l'ENAREF aujourd'hui? Merci, Monsieur Congo. Je voudrais d'abord vous remercier de cette invite que vous avez faite à l'ENAREF pour parler de ses activités et de ses 25 ans. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'on peut situer le bilan aujourd'hui sur plusieurs aspects. D'abord, au point de vue, je dirais, quantitatif, l'ENAREF a formé environ entre 9 500 et 10 000 agents depuis 1988, de toutes catégories confondues, des cycles A, des cycles B et des cycles C, au profit des administrations publiques du Burkina, mais aussi au profit des administrations privées du Burkina et de l'étranger. Je dois dire qu'aujourd'hui, l'ENAREF, c'est 13 nationalités, donc d'élèves et d'étudiants, donc de fonctionnaires, de salariés du secteur privé qui sont donc enseignants à l'ENAREF. C'est aussi aujourd'hui au plan infrastructurel un site définitif de 8 hectares avec un certain nombre donc, de salles donc, de classe. Et aujourd'hui, nous sommes à mesure, je dirais, de faire l'ensemble de nos activités sur notre site aujourd'hui. Je dois dire aussi que 25 ans, c'est aussi, si on doit faire le bilan, c'est aussi, je dirais, un bilan lié à des partenariats que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec l'Institut IDEA donc, du Canada. Nous sommes en partenariat avec l'Université Laval du Canada et puis l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Donc c'est en tout cas aujourd'hui un bilan que l'on peut estimer satisfaisant au regard de ce que l'on avait donné comme, je dirais, objectif à l'ENAREF, comme pôle régional de formation, je dois le rappeler, à côté du pôle régional de formation qui devait se trouver à Libreville, qui malheureusement n'a pas vu le jour. Et aujourd'hui, l'ENAREF capitalise l'ensemble
de ces besoins en Afrique francophone, en matière financière, mais aussi en matière économique essentiellement. Alors en 25 ans, vous avez dit il y a eu des grands noms qui sont sortis de l'ENAREF. Aujourd'hui, pour ces festivités, dans le programme, on voit la relecture du programme. De quoi il s'agit exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, le programme qu'on a à l'ENAREF ne répond plus aux besoins du marché du travail ou bien aux besoins des élèves qui passent par là? Et de l'administration publique de manière générale et privée. Alors, je dois dire que l'évaluation qui a été faite depuis quelques années déjà a abouti à la mise en place d'un plan stratégique de développement de 2010-2019. Et dans ce plan stratégique de développement, il y a un certain nombre d'incohérences qui sont apparues. Il faut noter que lorsqu'on fait le point, on se rend compte que, bon gré mal gré, les cours que nous avons aujourd'hui, y compris le contenu, même si certains contenus ont un peu varié, les contenus restent à peu près les mêmes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons pensé qu'il était bon de relire dans ces programmes-là à la lumière, je dirais, des nouveaux enjeux et des nouveaux défis qui s'opposent à nos économies en Afrique. Ces enjeux sont d'abord nationaux. Si on prend le cas du Burkina, nous avons dans l'ASCAD, qui est, je dirais, le référentiel donc, qui est l'outil de développement, donc, en tout cas, pour notre pays, et il est important que nous le prenions en compte. Jusque-là, nous n'avons pas tellement pris cela donc, en compte, sauf quelques éléments donc, que nous avons pris en compte, mais nous pensons qu'avec la relecture, nous allons véritablement donc, ancrer donc, l'ASCAD donc, dans nos cours. Mais c'est aussi le défi de l'intégration. Lorsque je vous disais tout de suite que nous avons 13 nationalités, il est important d'intégrer donc tout ce qui est directive de l'UOMOA et puis également de l'Afrique centrale, parce que nos chefs d'État, nos gouvernants ont estimé, à juste titre, que l'intégration était une des voies donc, de développement. Donc nous avons pensé qu'au regard de ces évolutions, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il était bon de relire donc, nos cours et de prendre en compte d'abord le contenu donc, de ce qu'il y a, mais aussi de voir comment nous allons évoluer dans nos méthodes d'apprentissage. Aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu la plupart des écoles de formation professionnelle, c'est encore les cours dits magistraux donc, qui sont menés. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'éthique, on peut intégrer de nouvelles méthodes donc, pédagogiques et nous pensons qu'à la relecture donc, de cela, nous allons intégrer ces différents éléments-là pour les 10, 15, 20 années donc, qui viennent. Il y a aussi ces griefs, le fait que les écoles, en tout cas la plupart des écoles professionnelles, les diplômes ne sont pas forcément reconnus par le CAMES, c'est le cas aussi de l'ENAREF. Qu'est-ce que vous faites justement pour que celui qui a besoin de passer par l'ENAREF, notamment pour faire son master et pouvoir monnayer ses talents ailleurs, puisse trouver son compte chez vous? Je dois dire que c'est un problème un peu de l'ensemble des écoles de formation professionnelle, en tout cas dans notre pays. Nous y avons réfléchi depuis quelques années déjà. Une première démarche a été entreprise il y a une dizaine d'années. Nous avons approché le CAMES pour voir dans quelles conditions nous serons en mesure donc de les accompagner. Et un certain nombre d'observations nous ont été faites. Nous sommes actuellement en train de prendre ces différentes remarques et observations en compte. Et nous pensons que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, nous serons en mesure donc de faire valider nos diplômes par le CAMES. Mais il faut dire que le CAMES en soi est une très bonne chose, mais je reste persuadé que c'est la qualité de la formation qui va, montrer à l'opinion publique nationale et internationale que les diplômes de l'ENAREF sont de très bons diplômes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ce que nous avons sorti comme personnel, en tout cas, nous avons des raisons d'être très contents parce que nous avons des cadres aujourd'hui du ministère de l'économie et des finances, des collectivités territoriales, puis des ministres, tout à fait. Nous avons eu des anciens élèves qui sont devenus donc des ministres dans leur pays. Et puis aussi, je dirais, au niveau, comme je disais, infrastructurel, nous avons des raisons d'être très, très satisfaits aujourd'hui de cet ancrage institutionnel. Et vous dites qu'à l'horizon 2015, vous voulez une certification ISO. Qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir mériter pour avoir cette certification à l'horizon 2015?
Vous savez, depuis quelques années, l'administration publique elle-même est en train de se moderniser et d'aller vers les clients, comme on les appelle aujourd'hui. Il s'agit de mettre en œuvre donc, des réformes qui puissent faire donc, du client véritablement quelqu'un que l'on doit satisfaire. Et dans cette démarche-là, l'INAREF a entamé depuis l'année dernière un processus donc, de qualification ISO et nous nous sommes fait accompagner par un cabinet spécialisé depuis l'année dernière. Alors, plusieurs choses ont été faites depuis lors. Il y a d'abord eu une étude diagnostique qui a été faite, qui a révélé nos points forts et nos points faibles. Et nous avons fait un certain nombre de formations. Et très bientôt, nous allons écrire ensemble donc, le processus donc, par département pour que nous puissions avancer. Et nous pensons qu'effectivement, à l'horizon 2015, l'INAREF doit être en mesure vraiment d'être opérationnel, donc satisfaire correctement dans sa clientèle, que lorsque par exemple vous appelez à l'INAREF, vous puissiez avoir toutes les informations, que lorsque le client, nous continuons à dire donc le client vient donc à l'INAREF, qu'il soit accueilli donc avec tous les égards et que nous aussi nous puissions répondre à leurs attentes donc de tous les jours. Alors parlez-nous maintenant du programme. Je crois savoir qu'il y a des activités qui sont prévues du 17 au 23. Du 17 au 23. Qu'est-ce qu'il y a au programme justement pour la commémoration de ces 25 ans? Alors, il y a le côté festif, comme tout anniversaire, si on peut s'exprimer ainsi, mais nous voulons profiter donc de cela pour, je dirais, inviter l'ensemble de la population, l'ensemble des administrations publiques et privées qui nous ont déjà fait confiance et qui, nous pensons pouvoir, nous ferons également donc confiance, à venir donc à l'INAREF. Et nous allons profiter de cela pour installer le conseil scientifique. C'est une nouveauté dans les nouveaux statuts. Nous allons installer le comité de pilotage dont nous parlons tout de suite sur la relecture des programmes de formation. Nous avons pensé qu'il était bon d'associer les anciens élèves donc à la marche donc, de l'école et nous allons installer un bureau provisoire de ces anciens élèves. En tout cas, autant d'activités qui doivent nous permettre, je dirais, donc d'avancer et de voir un peu l'horizon dans les années à venir, donc avec beaucoup plus de fierté, je dirais, donc pour notre pays. Et enfin, il y aura la sortie de promotion. Le clou, justement, sera la sortie le 23 juillet. Et qui est placée, cette sortie est placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons invité avec comme co-parrain le président de la commission de l'UEMOA pour l'aspect, donc, je dirais, donc, intégration, mais aussi un de nos partenaires essentiels et un des pays qui a fait confiance à l'INAREF depuis très très longtemps et très rapidement, c'est le Gabon. Donc nous avons invité le ministre gabonais de l'économie, du développement durable, pour nous accompagner dans ce processus-là. Et nous pensons qu'à cette occasion, donc, nous allons, je dirais, relancer un certain nombre de projets que nous avons donc en tête. Et je dois, de ce point de vue, remercier l'ensemble de nos autorités de tutelle, que sont notamment le ministre de l'économie et des finances, mais aussi donc notre président du conseil d'administration, qui nous ont toujours accompagnés dans ce processus-là et qui ont cru vraiment à ce que nous sommes en train de faire. Merci d'être passé nous voir, Monsieur Nebila Amadou Yaro. Vous êtes le directeur général de l'INAREF. La suite de ce journal, un bas-fond risicole pour la population de Pisaï. Ce village est situé à Sicily, dans la Sicile, à 25 km de Léo. Il dispose désormais de 32 hectares aménagés grâce à la coopération allemande. Les travaux ont coûté environ 80 millions de francs CFA. Nathalie Sawadogo. La population de Pisaï en fête. Et pour cause, elle vient d'acquérir officiellement son premier bas-fond risicole. D'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA, ce bas-fond s'étend sur une superficie de 32 hectares. Sur les 321 producteurs qui y travaillent, figurent 264 femmes. Une production qui va contribuer à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. On est satisfait, mais donc si d'ici l'année prochaine, on pourrait ajouter les parcelles là pour que d'autres personnes, ceux qui n'ont pas eu leur parcelle là, pour que ces personnes aussi puissent avoir leur part. Le choix de cette localité par le programme d'aménagement de bas-fond dans le sud-ouest et la Sicile n'est pas fortuit. Le village de Pisaï a été identifié parce que le potentiel existe
la volonté des populations à adhérer au modèle du gouvernement d'accroître la production agricole à travers l'agriculture irriguée était une évidence. Aussi cette façon naturelle que nous avons donc retenu le bas-fond de Pisaille. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de constater que les 28 hectares aménagés sont au stade levé. Les autorités burkinabées invitent les bénéficiaires à bien entretenir le bas-fond. Une réalisation qui est le fruit de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso. Il s'agit là d'une dimension très importante déjà pour que nos producteurs puissent tirer des revenus additionnels en diversifiant leurs sources d'activité. Parce que vous savez, ici, le riz dans ce village n'était pas pratiqué. C'est avec ce site-là que nous allons effectivement voir du riz s'introduire dans la pratique au quotidien donc de cette localité. La production attendue pour cette année est de 134 tonnes en raison de 4,8 tonnes à l'hectare. Pour la gestion du bas-fond, il est prévu l'élaboration d'un cahier des charges qui va préciser les engagements des parties. À cette cérémonie, des prix composés d'engrais, de bottes, des fossiles ont été décernés aux meilleurs producteurs des bas-fonds aménagés par le PAPSO. La caravane des jeunes pour la paix est aujourd'hui à Ouagadougou. L'Union fraternelle des croyants de Dori s'est arrêtée dans la capitale burkinabé pour partager son expérience avec les religieux et coutumiers. Ce matin, les caravaniers étaient chez le Moronaba. Nyarkitida. La caravane des jeunes pour la paix chez le Moronaba. C'est une visite empreinte de conseils et de bénédictions que les caravaniers ont effectuée chez l'empereur des Mossé. Nous savons que Sa Majesté est une personnalité très engagée dans la promotion de l'entente entre les communautés dans la culture de la paix au Burkina Faso ici. Faire une caravane sans passer par le palais du Moronaba, nous avions quelque chose d'insatisfait. Et nous sommes bien contents aujourd'hui d'avoir pu rencontrer Sa Majesté, d'avoir écouté les conseils de Sa Majesté et nous remercions Sa Majesté pour cet engagement à soutenir les jeunes pour leurs initiatives dans le cadre de la caravane pour la paix donc dans nos pays respectifs. C'est une initiative louée par l'empereur des Mossé, fervent défenseur des valeurs de la paix et de la tolérance. Et face aux caravaniers, il a surtout insisté sur le dialogue, l'acceptation mutuelle, le pardon, des valeurs essentielles selon lui pour consolider la paix au Burkina Faso. Il y a plein de jeunes, d'ailleurs le thème le dit, caravane des jeunes pour la paix. Et il voit aussi qu'il y a de vieilles personnes, il y a des personnes d'un âge avancé, donc certainement des sages qui ne cessent de leur prodiguer les bons conseils, il espère. Donc c'est un message d'encouragement, un message de dialogue, un message de paix, parce que la jeunesse doit être au centre de la construction de la paix sociale au Burkina Faso. Un message fort selon les caravaniers qui estiment que leur passage au palais du Moronaba a été enrichissant et devrait leur permettre de transmettre les vertus de la paix à travers le dialogue interreligieux. J'apprécie les conseils que le chef nous a donnés parce que c'est le premier responsable de la localité et en tant que musulmans, nous avons beaucoup de considération pour les chefs parce que Dieu nous dit dans le Coran, en nous interpellant, il dit d'obéir en Dieu à son messager et ceux d'entre nous qui détiennent le pouvoir. Ouagadougou est la dernière étape de la caravane des jeunes pour la paix, une initiative de l'Union fraternelle des croyants, IFC Dori, à travers le Centre pour la paix d'Oudaldiam. Et dans la capitale burkinabé, les caravaniers vont parler paix et dialogue avec la jeunesse et les dignitaires religieux. Et puis c'est la question aussi de religion. La paroisse de Guibasso, dans la boucle de Mouhoun, un nouveau pasteur, Hilarion Mukuru, a été ordonné prêtre ce week-end en présence des parents, amis et connaissances. Chants, louanges et actions de grâce étaient au centre de cette ordination. Rokia Sanou pour le reportage. Devant l'église et devant ses frères ici réunis, Hilarion Mukuru répond présent à l'appel du Seigneur et s'engage à le servir fidèlement tout au long de sa vie. Paré de ses attributs de prêtre, le nouvel abbé dit entamer avec confiance ce ministère où don de soi, chasteté et service sont les maîtres mots. C'est le Seigneur qui m'a appelé et c'est à lui encore que je me retourne pour confier cette mission qu'il m'a confiée auprès de mes frères. Il est le seul
appui sur lequel je peux compter pour cette mission et où je suis. Le seul mot que je peux dire, c'est de rendre grâce à Dieu. Avec lui, c'est toute la famille diocésaine de Nouna qui rend grâce et prie pour que ce nouveau prêtre vive pleinement sa vocation en observant fidèlement les exigences du sacerdoce. Ces exigences doivent le conduire à une imitation toujours plus proche du Christ. Le Christ qui s'est montré serviteur, dans l'humilité, ouvert, et qui a témoigné vraiment envers tous l'ouverture, celle même de Dieu, pour accueillir tout le monde. Et dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, la réception de ces sacrements que le Seigneur lui-même nous donne, il trouvera toujours la force pour rester fidèle. Abbé Hilarion Mukoro fait son entrée dans le cercle des prêtres après des années d'études en théologie et des stages préparatoires. À 33 ans, il a désormais en charge la paroisse de Sanaba dans la province de la Kossi. À l'étranger, Georges Zimmermann est libre. Celui qui a tué le jeune Martin, un jeune noir de 17 ans, a été acquitté par un jury composé exclusivement de femmes. Il risquait la prison à vie et cette relaxe plonge l'Amérique dans la polémique. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine sur les antennes de la RTB. Bonne suite de programme à tous.